Bienvenue à tous pour la suite de notre roman Rendez-vous du bonheur, chapitre 8. Les jours passaient ainsi et Terence Delors s'en tint à sa décision. Il évita absolument tout contact avec Afoué, bien que cela lui coûtât beaucoup d'efforts. Il se fit violence car cette relation qui aurait dû être éphémère, sans base et sans avenir, échappait désormais à son contrôle. Face à cette situation qu'il ne maîtrisait plus, il s'était tellement assombri et était devenu si irascible que tout le monde avait peur et se tenait à carreau. Afoué elle-même s'empêchait de le regarder bien qu'elle pensât sans cesse à lui et que son cœur battait la chamade rien que d'entendre sa voix. La nuit, elle se réveillait brusquement en proie à un violent désir de cet homme. Elle sentait souvent ses grandes mains ardentes parcourir son corps dans une caresse savante et brûlante qui exaspérait sa chair. Mais tout était fini et le fossé qui les séparait s'était davantage creusé et élargi. Le mur qui les séparait était tellement élevé que même la symbiose de leur corps n'arrivait pas à le franchir. Même Césaria, la bonne fée et complice tacite d'Afoué, avait baissé les bras. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour les rapprocher, mais en vain. Elle avait repris sa place dans la laguna et s'asseyait à nouveau à côté de son cousin quand il sortait. Les positions étaient ainsi tranchées jusqu'au retour de Célestin et Cécilia Ibitoa. Ouedraogo, rentré de son Burkina Faso natal 2 jours auparavant, partit les chercher à Abidjan. Le couple avait une mine resplendissante. Leur odyssée de noces avait été plus qu'enrichissante et ils étaient rentrés avec une moisson de souvenirs qu'ils relataient avec force détail, faisant rêver les enfants. Athènes est une ville fascinante et sublime. Ses musées sont d'une incroyable richesse et la beauté de ses monuments antiques est extraordinaire. Je suis incapable de vous décrire les beautés que recèle la citadelle d'Acropole, le Parthénon, Hérothéion, Propylée, etc., commentait Cécilia en s'exclamant. Et son époux qui souriait de sa gaieté prit la parole à son tour. En ce qui me concerne, je préfère encore Venise qui reste pour moi la ville la plus captivante du monde. C'est l'une des rares à avoir su conserver de très nombreux monuments historiques. Je ne vous parle pas de ces magnifiques ensembles architecturaux tels que la basilique Saint-Marc, le campanile, le palais des Doges, ceux du Grand Canal, le pont Rialto, etc. C'est extraordinaire. Terence, il faudrait que tu partes à Venise pour ton voyage de noces quand tu te marieras, recommanda M. Ibitoa à son neveu. Ça me plairait bien, mon oncle, de suivre tes traces, s'écria l'interpellé avec un large sourire. Mais, en tournant la tête, son regard tomba sur celui d'Afoué rivé sur lui. Il eut l'impression très profonde et très forte que ce serait avec elle qu'il s'envolerait un jour pour Venise en lune de miel. Son sourire mourut sur ses lèvres et son regard lança de furieuses décharges électriques d'une profonde colère. Il avait horreur de ce genre de coïncidence. Comme si son oncle avait su ce qui se passait dans son esprit, il l'interpella. « Tu as été sage, fiston. Tu n'as pas dragué les filles du voisinage pour me créer des problèmes avec mes voisins, j'espère. » J'ai été sage comme une image, mon oncle. Je n'ai jamais mis les pieds dehors sans les enfants. D'ailleurs, ton mouchard pourra confirmer mes dires, répondit Terence Delors. Il fit une pause puis reprit. Dis-moi, mon oncle, est-ce que tu peux me révéler le nom de ton espion maintenant que tu es de retour? Eh bien, sache, fiston, que mon agent secret était caché au fond de toi. C'est ta conscience. La meilleure surveillance qu'un homme peut avoir est lui-même. Quand on a peur de sa conscience, on ne commet pas d'actes répréhensibles, philosopha-t-il tranquillement. Quelque temps après, son épouse et lui déballèrent leurs valises. Ils avaient fait un nombre incroyable d'emplettes à Paris pendant leur escale de retour. Les enfants reçurent de nombreux cadeaux ainsi que Terence Delors. La distribution se faisait devant Afoué à qui les patrons n'avaient rien apporté. Son cœur saigna. Elle comprit qu'elle ne faisait pas partie de la famille, même si la garde de Cédric lui permettait de rester au salon et de se frotter au patron. 2 jours après son arrivée, le couple Ibitoa donna une fête pour célébrer son retour et le premier printemps de Cédric. Ce fut de somptueuses réjouissances qui réunirent le gratin de la ville. Le service traiteur de l'hôtel président était loué pour le buffet.
Les invités burent et mangeaient à satiété avant de danser. Thérèse Delors faisait également ses adieux à son oncle. Il retournait à Abidjan le lendemain. Au cours du dîner, son oncle lui avait présenté Natacha, la sœur cadette de son meilleur ami. Thérèse Delors et la jeune femme sympathisèrent et elle devint sa cavalière pour la soirée. Elle ne lui plaisait pas, mais il feignit d'être amoureux pour blesser Afoué. Ainsi, comprendrait-elle qu'il n'y avait pas de moindre avenir entre eux et se forcerait-elle de l'oublier. Cette dernière veillait à ce que les enfants ne manquent de rien, mais elle ne quittait pas le jeune couple des yeux. Leur complicité affectueuse était une gifle, un coup de poignard dans son cœur. C'était elle qui aurait dû être aux côtés de Thérèse Delors pour danser au son de ses zouks langoureux. Comme le dirait Leila Chico, ça aurait dû être moi en train de marcher auprès de toi. Sa gorge était tellement nouée qu'il lui fut impossible d'avaler le moindre morceau. Quand Thérèse Delors quitta le salon bras dessus, bras dessous avec Natacha, elle ne put s'empêcher de les suivre, ténaillée par une jalousie maladive. Fort heureusement, le jeune homme n'alla pas dans sa chambre car elle aurait fait un épouvantable scandale. Ils étaient montés sur la dalle où la vue était très belle de nuit. Afoué savait que Thérèse Delors quittait Yamoussoukro dès le lendemain et voulait absolument lui parler. Elle devait impérativement tenter le tout pour le tout. Pour cela, il lui fallait un tête-à-tête avec lui et elle mit Césaria à contribution. Cette dernière monta dire à Natacha que son frère avait besoin d'elle et elle redescendit ensemble. Afoué, caché au bout du couloir, partit retrouver Thérèse Delors. Elle était surprise par sa propre audace, mais qui veut la fin veut les moyens. Le bonheur risquait de lui filer sous le nez si elle s'enfermait dans sa carapace de timidité et ne faisait rien pour le prendre et le garder. Dès que Thérèse Delors la vit, il comprit qu'elle était de connivence avec Césaria pour éloigner Natacha. Cette hardiesse la grandit dans son estime, mais sa réaction fut violente parce qu'il refusait de lui accorder son estime, son admiration. Chez lui, ces deux sentiments engendraient l'amour. Amour, voilà qu'encore une fois, ce mot s'immisçait entre la domestique et lui. Il n'aimait pas cela du tout. Tu ne manques vraiment pas d'aplomb. Je t'ai pourtant ordonné de te tenir éloigné de moi, gronda-t-il furieusement. Afoué eut peur de son ton menaçant, de sa force physique, mais aussi de sa beauté. Cette beauté ténébreuse qui l'intimidait et la fascinait à la fois. Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez ordonné, mais il s'agit d'un cas de force majeure, une urgence qui m'oblige à vous désobéir. Je suis enceinte et vous devez le savoir, lâcha-t-elle d'une traite. L'émotion étreignait sa gorge. Si elle avait hésité, il lui aurait été impossible de dire quoi que ce fût. Mais son interlocuteur répliqua immédiatement comme s'il s'était attendu à cette confidence et avait apprêté sa réponse en conséquence. C'est impossible. Je ne peux pas te rendre enceinte. Nous ne pouvons pas concevoir ensemble tous les deux. C'est impensable. C'est une aberration, cria-t-il en remuant violemment la tête pour chasser ces mots de son esprit. Pourquoi nous ne pouvons pas concevoir ensemble tous les deux? Parce que je suis une domestique, c'est ça? Cette condition fait-elle de nous des espèces différentes, incompatibles pour procréer? Hurla à son tour Afoué indigné, meurtri. Je n'ai pas à me lancer dans un débat de génétique avec toi. Arrange-toi comme bon te semble, mais je ne veux plus entendre parler de cette grossesse. Il ne doit rien subsister de ce contact qui d'ailleurs n'aurait jamais dû avoir lieu. Pas même le souvenir. Absolument rien, gronda Thérèse Delors d'un ton acerbe avant de quitter les lieux. Afoué resta seul, hagard, choqué, profondément affligé. Des larmes envahirent son visage et une atroce douleur déchira son cœur. Cette tentative qui était son ultime quête pour le garder se soldait par un échec incroyablement douloureux. Elle n'avait donc plus le moindre espoir de voir ses rêves se concrétiser. Elle fut d'autant plus affligée de constater que, si elle avait été réellement enceinte, sa grossesse n'aurait pas eu d'auteur. Elle aurait été seule à élever le fruit de ses amours à sens unique. Ainsi étrange, aussi étrange que cela puisse paraître, Afoué se sentait incapable d'éprouver de la haine et du ressentiment pour le jeune homme. Elle lui pardonnait tout. Malgré sa peine, elle ne regrettait pas de lui avoir livré sa pureté sans condition. Elle sentait au fond d'elle qu'elle se précipiterait encore une fois dans sa chambre, dans ses bras, si par extraordinaire
Il revenait et le lui demandait. C'était plus fort qu'elle. On ne lutte pas contre l'amour. Ici s'achève notre chapitre. Waouh! Quelle cruauté! Comment on lui dit de se débarrasser de cette grossesse? Vraiment. Il pouvait tout simplement accepter d'être le père de cet enfant. Il pouvait reconnaître cette grossesse. Ah, les hommes! Mais vraiment, c'est impensable. Une jeune fille qui t'a offert sa pureté et l'a larguée ainsi. C'est vraiment dur et insupportable. Je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre.